Parce que vous avez Télo, gaulois, et Marcius, latin, romain. Pourquoi? Télo, c'était un dieu des sources, alors qui s'applique à une des sources qui coulait au nord de l'actuelle ville de Toulon, à peu près autour du Faron. On n'a jamais su exactement de quelle source précise il s'agissait. Et puis Marcius, évidemment, on connaît Mars, hein, le dieu romain de la guerre. Alors c'est absolument faux. Toulon a longtemps été exclusivement un port de commerce. Il faut attendre, j'en parlerai tout à l'heure, en gros, lorsque la Provence devient française, c'est-à-dire en 1481-1483, fin du XVe siècle, la Renaissance en gros, pour que Toulon devienne vraiment un port de guerre avec en gros les rois de France qui ont fait ce choix. Pendant l'Antiquité, Toulon est un port de commerce dont le nom est inscrit sur l'itinéraire d'Antonin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce texte célèbre qui fait la liste de tous les ports, un peu l'ancêtre des guides touristiques, mais sans la carte. Qui fait la liste de tous les ports qui sont sur la côte méditerranéenne, par exemple depuis l'Italie jusqu'à l'Espagne. Et donc Télo-Marcius est une étape importante. Et ce qui a fait la gloire de Toulon, de Télo-Marcius à l'époque, eh bien c'était la couleur pourpre. Vous savez que la couleur pourpre, teinture pour les vêtements impériaux, les vêtements de gens de haute noblesse, était fabriquée à Toulon, notamment, grâce à deux éléments. Soit c'était en frottant le coquillage, le murex qu'on trouvait dans la rade de Toulon. Vous savez qu'en 1990, on a construit le centre 87-90, on a fait de longs travaux pour construire le centre Mayol, qui n'est pas très loin. Et on a trouvé de nombreuses galères gallo-romaines avec des restes de murex. Et donc, le murex permettait de faire le pourpre. Et puis, lorsqu'il n'y avait plus de murex, eh bien, on avait un plan B, c'est-à-dire que les Toulonnais allaient sur le sommet du Faron pour aller trouver dans les chênes kermès la cochenille du chêne kermès, donc petit insecte qu'on allait écraser et qui faisait également cette couleur rouge. La cadière, le vieil olioul, le vieux sifour, etc., etc. Donc ça vient en fait de la fin de l'Antiquité, le début du Moyen-Âge. Donc pendant plusieurs siècles, Toulon reste un lieu-dit assez peu important. Il y a un élément quand même majeur, un élément important qui subsiste dans cette ville de Toulon, qui comprend à peu près 5000 habitants en 1440, d'après le premier cadastre toulonnais qu'on ait retrouvé, qui est conservé aux archives municipales de Toulon. Eh bien, ce monument, vous l'avez extrêmement transformé devant vous, c'est la cathédrale. Il y a une cathédrale à Toulon depuis au moins le 5e siècle. Les données antérieures ne sont pas attestées, on ne sait pas exactement la construction. On en reparlera quand on sera dedans. En tout cas, on a des évêques quasiment continus depuis l'année 450 après Jésus-Christ, et depuis plus de 1500 ans. Alors, la cathédrale se trouve un petit peu excentrée par rapport à Toulon, la position de Toulon à l'époque. Alors, pour être extrêmement rapide, Toulon à l'époque, c'est une sorte de rectangle qui se termine par une sorte d'ovale côté nord et qui va en gros du parking actuel du collège Péresque au nord, la mer bien sûr au sud, qui était d'ailleurs un petit peu plus proche qu'aujourd'hui, puisque une partie des quais qui ont été gagnés sur la mer au début du XXe siècle. Ensuite, vous avez le cours Lafayette, hein, qui était l'extrémité est, et puis de l'autre côté, eh bien, ça allait à peine plus loin que la rue d'Alger. Donc vous voyez, il fallait à peine 2 minutes à pied pour traverser Toulon d'est en ouest. Hein. C'était extrêmement resserré. Par contre, c'était beaucoup plus étendu en longueur. Alors, cette cathédrale a connu, on va y entrer dans quelques instants, un certain nombre de remaniements au fil des siècles. Alors, pour être court, il y en a 2 qui sont importants. Premier remaniement, eh bien, c'est la cathédrale romane.
donc on n'a pas de traces antérieures, qui est construite à la fin du XIe siècle. Et puis deuxième remaniement, dont on voit ici la façade, au XVIIe siècle, c'est la cathédrale, alors comment il faut l'appeler, classico-baroque. Il y a un petit peu un mélange de plusieurs styles artistiques. Avant d'entrer, j'attire votre attention sur une plaque, alors sur deux plaques, mais non dénuées d'intérêt. Le parvis, comme dans plusieurs villes de France, par exemple à Paris, a été dédié à Saint Jean-Paul II. Donc, tout le monde a connu bien sûr ce pape qui a été un des plus longs de l'histoire de l'Église, entre 1978 et 2005. Donc, parvis Jean-Paul II. Plus toulonnais, par contre, est ceci, qui est cette plaque de Dame Sibylle. Alors beaucoup de Toulonnais, ou d'ailleurs de touristes, passent devant sans s'en rendre compte. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à la remarquer. Alors, elle n'était pas là à l'origine. Elle était en fait au cimetière Saint-Michel, qui était devant le parvis de la cathédrale, c'est-à-dire à peu près à l'endroit où on se trouve. On ne peut pas retrouver exactement l'emplacement. Et ensuite, lorsque le cimetière a été déplacé donc, à la Renaissance, eh bien, les tombes ont été enlevées et on a pris la plaque tombale de Sibylle pour la mettre ici. Et on a rajouté deux autres éléments qui sont malheureusement un peu effacés, deux croix qui ont été trouvées dans ce même cimetière. Alors, je n'ai pas le temps de développer. Beaucoup de livres, en particulier celui du regretté docteur Marmottan, qui était à l'Académie du Var, qui est décédé il y a quelques mois, donne plus d'éléments là-dessus. Mais il faut savoir que Dame Sibylle, qui est dite la dernière dame de Toulon, alors c'est une appellation tout à fait honorifique, elle n'avait pas plus de titres qu'une autre. C'était une noble simplement de l'époque qui a voulu dédier une pierre tombale très belle de l'époque pour son mari, avant de se remarier quelques années plus tard. Elle a voulu être enterrée aussi dans le caveau familial de Toulon. Donc voilà, Dame Sibylle. Des confrères de pénitents. À Toulon, il existe, on en reparlera, il existe une confrérie de pénitents qui a été recréée en 2006, des pénitents noirs, qui est à la fois assise sur la cathédrale Sainte-Marie-de-la-Cé et sur l'église Saint-François de Paul où on va aller tout à l'heure. Et donc, chaque année, il y a une ville qui accueille leur nom, un certain nombre de monuments de l'agglomération, par exemple Saint-Flavien. Vous savez qu'il y a l'église Saint-Flavien-Morillon qui date du XIXe siècle. Saint-Mandrier, qui a donné son nom à la commune Saint-Mandrier-sur-Mer, qui est de l'autre côté de la rade de Toulon. Saint-Honorat des Reims aussi. Saint-Cyprien aussi, qui était un des évêques. J'attire aussi votre attention sur, je suis obligé d'aller vite, parce qu'on n'a pas qu'à cathédrale à voir, sur ce tableau qui représente deux saints martyrs, deux bienheureux martyrs en tout cas, du diocèse, datant de la Révolution française. Alors ils n'ont pas été martyrisés dans le Var, même si d'autres prêtres ont été guillotinés ou sont morts autour de Toulon. Eux ont été massacrés à la prison des Carmes. Vous avez peut-être entendu parler de ce massacre qui a eu lieu en septembre 1792. Vous avez François-Joseph Paye et le bienheureux Pazerie de Thorame, voilà, qui sont représentés ici sur le tableau. Tous les catholiques. C'est-à-dire que par anticipation du salut, la Vierge Marie a été conçue en dehors du péché originel, sans le péché originel. Et puis, à droite, le rappel du dernier dogme qui a été prononcé en 1950, le dogme de l'Assomption, c'est-à-dire que la Vierge Marie est montée en son âme et son corps au ciel, avec son corps au ciel. La chapelle de la Vierge qui est à côté, avec des tableaux qui sont très beaux, de différents maîtres, mais qui auraient besoin un peu de restauration parce qu'ils sont assez foncés. Un tableau assez original, je ne vais pas débattre, qui expliquerait que Sainte-Hélène aurait été représentée, peut-être même d'ailleurs sous ses traits physiques. Bon,
j'ai malheureusement pas la réponse. Un vieil ouvrage dit que ce tableau figurait dans la chapelle des pénitents noirs de Toulon. Ce serait la seule chose qui me resterait des pénitents noirs de Toulon. Bon, j'ai pas la preuve. Et donc qui est assez prisé par la communauté pieds noirs. Voilà. Vous savez que Toulon a rassemblé plusieurs milliers de pieds noirs en 1962 au retour d'Algérie. Hein. D'ailleurs, les a plutôt bien accueillis par rapport à d'autres villes autour, en particulier Marseille. Merci. Certains voient ce que je veux dire. Alors, on va continuer par là. À côté de Jésus, lors de la transfiguration. Et de chaque côté, vous avez les 12 apôtres, hein, avec leurs signes distinctifs, je n'ai pas le temps de détailler. Un dernier tour sur Dieu et le mouvement. Donc, ce qu'il faut voir, c'est comment on peut reconnaître Dieu de son mouvement et tout simplement s'agenouiller pour l'adorer. Dieu le Père en majesté. Dieu le Père en majesté, c'est assez rare dans les églises. C'est assez rare. Pas souvent. Voilà. Alors pour l'anecdote, vous savez peut-être que cette chapelle a été victime des flammes hein, au bout de quelques années, en fait en 1650, je ne sais plus exactement la date, excusez-moi, mais la première chapelle a été entretenue par une confrérie du Saint-Sacrement. Il n'y a pas que des confréries de pénitents, il y a aussi des confréries du Saint-Sacrement qui se chargeaient de l'adoration eucharistique. Et ils avaient laissé toute la nuit toutes les bougies éclairées. Et surtout que pendant la nuit, ça a brûlé. Ça a été une catastrophe. Et c'est là, du coup, qu'ils ont demandé à Pierre Puget et à son école de refaire la chapelle. Donc, vous voyez, en fait, en quelque sorte, c'est grâce à l'incendie de la chapelle qu'on a pu avoir une chapelle baroque aussi belle. Alors aujourd'hui, heureusement, elle n'a pas été endommagée. Et puis, un dernier mot sur Monseigneur de la Tour du Pin à Montauban, qui a une attitude exemplaire à Toulon pendant la paix de 1720. Voilà. Je vous parlerai de la paix de 1720 tout à l'heure quand on quittera la cathédrale. Voilà, on va passer, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est Toulon qui est la cathédrale principale du diocèse, hein, où siège l'évêque. L'évêché se trouve pas loin de l'ancien hôpital Fompré, dans l'est de Toulon. Et puis la cathédrale de Fréjus, où va souvent l'évêque, hein, et la cathédrale souvent. Du coup, on a rouvert cette chapelle ici pour abriter la dépouille des anciens évêques de Toulon. En particulier, il y a quelques années, Monseigneur Madec, l'ancien évêque Madec, a été enterré ici, d'une grande cérémonie à laquelle j'avais l'honneur d'assister. Voilà. Vous avez également Monseigneur Goudel, dont un portrait est ici. Ah oui. Pas de détail. C'est que l'on fallait que faut le temps que ça. Pendant longtemps, et il y a encore certains vieux pionniers appellent parfois comme ça, on l'appelle l'église Saint-Jean. Parce que précisément, c'était le quartier Saint-Jean, la place Saint-Jean de Toulon, qui était l'endroit en fait, des pêcheurs, parce que c'était à proximité de la mer. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, en 1589, eh bien là, nous aurions les pieds dans l'eau. Nous aurions les pieds dans l'eau. D'après quelques dizaines de centimètres près, je vous parlais tout à l'heure de l'étang qui était par là. Donc, d'après le cadastre le plus ancien qu'on ait retrouvé, eh bien, l'eau allait à peu près jusqu'à la limite du cœur. L'eau allait à peu près jusqu'à la limite du cœur. Vous voyez, les 3/4 de l'église Saint-François a été bâtie sur la mer, ou moins sur l'annexe de la Mécanisme, cet espace de marécage. Alors, ce sera d'ailleurs important lorsque l'église aura des problèmes d'humidité. En 1941,
assez rapide. Donc, Toulon, pendant l'époque moderne, la Renaissance, la Révolution française, a accueilli beaucoup de communautés religieuses. Il y a eu les Dominicains, il y a la cathédrale, il y a eu également les Augustins, qui étaient pas loin de la statue de Rémy, à partir de Cartes, bon, etc. Il y a eu les Ursulines aussi, le collège Pérez. Et donc, eh bien, à la fin du XVIe, milieu du XVIIe siècle, il y a une nouvelle communauté religieuse qui c'est celle des Récollets. Récollets, c'est peut-être rien comme ordre religieux. En fait, c'est un ordre des franciscains. On se racise, tout le monde a entendu parler, bien sûr. Mais ce sont des franciscains un peu stricts, un peu plus austères. Récollets, c'est le recueilli. Il va être plus recueilli que l'ordre franciscain, la réputation d'être commun. Donc, c'est en 1693 que les Récollets reçoivent officiellement l'autorisation de s'installer. Alors, ils s'installent au départ dans un petit local récupéré dans cette zone, autour de la place Saint-Jean, qui donc a été asséchée en 1789-95, vous retenez. Et donc, les Récollets se développent. Ils profitent beaucoup de leur bonne réputation, en particulier ils s'occupent des malades, et ils retrouvent un certain nombre de legs de familles assez bourgeoises de Toulon, qui, lorsque quelqu'un de la famille a été soigné, avec 300 d'argent, c'est d'implanter leur couvent ici. Alors, on dirait aujourd'hui, on va constituer un complexe. Le couvent côté nord, j'en parlerai tout à l'heure pour l'église, et puis la chapelle conventuelle ici. C'est-à-dire que Saint-François-de-Paul était une église de couvent réservée aux moines, ce n'était pas une église de paroisse. C'est quand même assez grand pour être une chapelle conventuelle, hein. C'est assez impressionnant. C'est d'ailleurs la seule chapelle conventuelle qui est restée à Toulon. Toutes les autres ont été détruites ou transformées. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande, hein. Elle a eu une utilité, on va voir un petit peu après. Alors, pour faire court, c'est le 20 janvier 1744 qu'a été posée la première pierre. La première pierre de l'église, non, par l'évêque, la municipalité, Récollets, évidemment. Bon. Et donc, ça fait à peu près le plan de l'église actuelle. Alors, c'est un plan qu'on appelle à la Récollette. Si vous êtes dans certaines églises du Québec, qui ont été évangélisées par les Récollets, il y a des églises qui ressemblent un petit peu à ce plan-là. En fait, un plan à la Récollette, c'est tout simplement une seule grande nef, vous voyez, avec un cœur qui est plat. Regardez, c'est pas du tout la même chose que dans la plupart des églises. Hein. Ce n'est pas une abside qui se termine par un demi-cercle, hein, mais c'est un cœur qui est à peu près de forme carrée. Et puis, vous avez donc des bas-côtés qui ne sont pas très importants, avec juste des sortes de petits feu plus que des chapelles. Elles ne sont pas suffisantes pour dire une messe, pour développer une confrérie dans chaque bas-côté. Et puis au-dessus, vous avez une tribune qui couvre les trois côtés. C'est original. Alors j'ai dit parfois que c'était unique en France, on m'a dit que je m'étais trompé, donc ce n'est pas la réalité. Mais en tout cas, apparemment, c'est unique en France. Voilà. Et donc, c'est ça. Et les Récollets entretiennent cette église avec beaucoup de faste, en bénéficiant d'une circonstance historique, c'est qu'en 1763, les jésuites sont supprimés. C'est toute cette histoire. Hein. Et donc, les jésuites à l'époque étaient employés comme aumôniers de marine dans le port de Toulon. Alors, le séminaire des jésuites était à côté de la place d'Armes.
Je ne sais pas si vous voyez, ceux qui sont devant là, il y a la grande porte de l'Arsenal qui a été déplacée, qui est devenue la porte du musée de la Marine. À côté, vous avez la porte de l'Arsenal actuel, par l'intérêt artistique. Et puis si on remonte un peu plus du côté de la place d'Arc, sur la gauche, vous avez une grande porte qui n'est jamais ouverte et qui est décorée d'un certain nombre de motifs religieux. Et bien c'était là, donc on appelle le passage de la Corderie, hein, c'était là que se situait le séminaire avec les jésuites formés des prêtres qui étaient quasiment exclusivement des hommes de Paris. Donc quand les jésuites sont partis, il a bien fallu les remplacer. Et en fait, eh bien, ce sont les récollets qui ont été mobilisés comme prisonniers de Marie. Voilà. Et donc ça a contribué au dynamisme, si vous voulez, de la couverture. Cependant, fin 18e, on a une communauté qui est plutôt en baisse, hein, d'après les chiffres, je ne sais pas vous les chiffres exacts, mais à peu près, au maximum, les récollets devaient être entre 40 et 50 moines. À la Révolution, il en reste plus que 8 ou 9. En 1790, les vœux religieux sont supprimés par le gouvernement révolutionnaire et donc les récollets sont balayés. Le projet est fait d'en faire une église, d'en faire une église paroissiale, tout simplement, qui servirait à desservir les besoins religieux du quartier Saint-Jean, du sud de Toulon, qui est un quartier qui va être populaire, de pêcheurs, de revendeurs, du marché. J'ai un marché par là. Bon. Et puis, le problème, c'est que la révolution devient de plus en plus anticléricale, le culte est arrêté et remplacé par un club révolutionnaire. Alors, quelques-uns qui ont assisté à la conférence il y a quelques mois sur la révolution à Toulon, donc c'était le club des Blancs. Les Blancs étaient les révolutionnaires les plus radicaux. On appelait le club Saint-Jean, donc les Jacobins, qui voulaient une révolution extrêmement poussée. Et, je ne vais pas détailler parce qu'il y a quelque chose à dire, mais au fur et à mesure des mois, 91, 92, 93, la population qui vient à ce club révolutionnaire devient de plus en plus radicale. Alors si nous étions à cette époque, l'effort d'imagination, l'église serait complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. L'hôtel restauré, alors ce n'est pas l'hôtel originel, hein, c'est l'hôtel des Ursulines. Tout ce qui est statue religieuse, tout ce qui est chemin de croix a été complètement enlevé. Tout ce qui est objet de culte a été mis de côté. En revanche, on a fait une nouvelle décoration d'objets révolutionnaires. Alors, quelque part, vous avez un drapeau polonais. Parce que la Pologne, à l'époque, si vous connaissez un peu l'histoire, c'est l'époque des 3 partages de la Pologne. Le fait que la Pologne va disparaître de la carte de l'Europe. Donc, la Pologne, à l'époque, est considérée comme le pays opprimé. Hein, donc, les révolutionnaires ont une sympathie idéologique pour les Polonais. Vous avez un certain nombre de symboles. Et puis, alors très célèbre, ça a été repris, je le reprends à chaque fois que j'en parle, vous avez le gant ensanglanté d'un garde suisse qui a été tué au 18 1792 par la prise des Tuileries par un révolutionnaire de Toulon qui est allé à Paris pour renverser le roi, c'est la chute de la royauté en 92, et qui l'a ramené un peu comme un trophée. Et donc, on montre que c'était exposé. Alors, d'après les dernières lectures que j'ai pu faire, apparemment c'était la tribune. Ce sera la tribune. Alors à la tribune, là, eh bien, nous serions en train d'écouter peut-être Jacques-Victor Sylvestre. Jacques-Victor Sylvestre. Personnage, c'était un ouvrier qui venait de Briançon, dans les Hautes-Alpes, qui était un pilier des clubs révolutionnaires. Il passait à Paris, on pense qu'il a fréquenté pendant longtemps les Jacobins. Il a été envoyé à Toulon, plus pour des raisons idéologiques en fait, que pour des raisons de travail. Hein. Et c'est lui qui prononçait des discours pour tenter d'haranguer la foule, pour les convaincre de faire triompher la révolution. Alors, une des phrases les plus marquantes, hein, les prêtres, les nobles et les riches sont vos ennemis, tuez-les tous. Certains discours qui nous racontent que ce serait bien d'aller chercher un
tel ou un tel pour ramener sa tête au pic. Et en fait, il avait créé la tradition des promenades civiques. C'est-à-dire que quelqu'un montait à la tribune ici pour décrire l'attitude de certains Toulonnais qui étaient perçus comme contre-révolutionnaires, soit parce qu'ils avaient des opinions conspirationnalistes, soit parce qu'au contraire, c'était suspect d'avoir des discussions parfois, il n'y avait pas grand-chose pour réfléchir. Et donc, on animait un petit peu la foule, et puis de temps en temps, on décidait d'aller à un grand groupe, trouver la personne concernée, et puis d'aller régler son compte en ramenant sa tête au sommet du pic. En particulier, ça a été les journées de fin juillet 1792. Des journées extrêmement sanglantes. Alors, il n'y a pas eu non plus, certains historiens, certains auteurs locaux ont parfois exagéré, il n'y a pas eu non plus des centaines de morts. Mais si vous voulez, ce sont des choses qui ont extrêmement touché les Toulonnais, parce que la municipalité de l'époque était révolutionnaire, n'a rien fait, et en fait, concrètement, le pouvoir était là. Le pouvoir était au club révolutionnaire. Le pouvoir n'appartenait pas aux élus, mais appartenait aux révolutionnaires les plus radicaux, membres du club, dans le local et à l'église où nous sommes actuellement. Et donc, en juillet 1793, il y a un mouvement un peu de balancier inverse qui fait qu'un certain nombre de Toulonnais, soit révolutionnaires modérés, soit des gens plus ou moins politiques, soit évidemment des royalistes, il en restait notamment les officiers de la marine, eh bien, ont décidé de lancer au départ une pétition pour ouvrir la section électorale. Alors, je vais essayer de faire vite, mais oui, ce qu'on appelle aujourd'hui le débat politique, c'est-à-dire à tous les citoyens de se réunir dans des salles publiques pour discuter des mesures qu'on pourrait prendre, des projets, avant de voter. Ce n'est pas seulement les élections, c'est aussi, les discussions. Et à partir du moment où les révolutionnaires plus radicaux ont pris le pouvoir, ces sections électorales à tout le monde étaient fermées et ont été remplacées par les clubs révolutionnaires où seuls les gens qui ont la carte du club peuvent se rendre et peuvent prendre la parole. Donc, vous voyez, c'est plus une démocratie, du coup, c'est un peu une oligarchie idéologique. Et donc, en fait, les révolutionnaires modérés et contre-révolutionnaires avaient demandé d'ouvrir simplement les sections électorales pour qu'un débat contradictoire puisse se mettre en place à Toulon. Les révolutionnaires ont refusé, puisque tout de suite, ils imaginaient qu'ils allaient être mis en minorité, qu'un débat pour et contre allait se mettre en place. Or, ce qui se passait ici dans ce club révolutionnaire, c'est qu'il y avait personne qui allait apporter la contradiction. Tout le monde était du même avis. Si quelqu'un, par hasard, avait le contraire, tout de suite, il se faisait rapprouver et éventuellement punir. Et donc, si vous voulez, cette pétition a eu tellement de succès que du coup, la garde nationale, pas tout à fait l'équivalent de la police nationale, la police municipale de l'époque, mais est une force de maintien de l'ordre qui dépend non pas de l'État central, mais de la municipalité. Donc la garde nationale s'est retournée et en fait, une sorte de coup d'État municipal qui fait que la municipalité a été renversée, et que le pouvoir est passé aux mains de ce qu'on appelle les sectionnaires, qui sont des anti-jacobins. Les jacobins se sont réfugiés pendant quelques heures ici, donc se sont enfermés dans le cœur de Saint-Jean, dans cette église, et on raconte que, du coup, pour les faire sortir, eh bien, la garde nationale a lancé des canons. On a dit, bien, si vous ne sortez pas, on fait feu et on va détruire l'église avec vous dedans. Donc, c'est ce qui s'est passé. Heureusement, l'église n'a pas été détruite, ils sont sortis donc quelques hommes ont été guillotinés, d'autres ont été en prison. Il y a une répression sur notre côté, hein, pas en temps de révolution, il ne faut pas idéaliser un côté et l'autre. Hein. Et donc, le calme est plutôt revenu à Toulon, sauf que
C'est la suite, hein. Dans cette coalition un peu